Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode hors série. Ça y est, c'est le mois d'août et les joueurs reprennent doucement au Seva Campus. Et on aura droit à 2 matchs ce mois-ci, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit le bout du tunnel, Yann. Et ouais, c'est un peu long, mais bon. Déjà, il y a la reprise demain. Enfin, je sais pas si tu vas en parler, mais du coup, déjà, on va voir un peu qui est là et tout, donc c'est assez excitant. Et puis 2 matchs, c'est pour nous mettre en jambes avant d'attaquer les championnats, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a les joueurs qui reviennent à Bègle. On a le festival U18 qui va commencer avec quelques jeunes pousses bordelaises. On a les Lyonnes qui jouent avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde. On Ouais, a du Seven. Il y a quand même des petites choses qui vont arriver sur ce mois d'août. ouais, cool. Il y a 11 filles, c'est quand Ouais, même pas mal, hein. Ça commence à 11 faire. 11 jeunes ouais, sur tout l'effectif de l'équipe de France. Donc on va les suivre assidûment. Mais avant de commencer, on voulait remercier la Mandal et Dado Dams pour leur participation à la cagnotte Tipeee qui est toujours dispo en description de l'épisode. Et vous pouvez évidemment vous abonner et laisser 5 étoiles à ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, Ituti Quanti. Vous pouvez aussi vous abonner au compte TikTok et Instagram. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout le contenu des UBBistes sur toutes ces plateformes. Aujourd'hui, on fait un épisode sur nos attentes pour la saison prochaine. Donc on a séparé ça en 3 catégories. La première, c'est le collectif. Donc les résultats plutôt du club, les secteurs de jeu, etc. Ensuite, individuel, on a quelques joueurs où on a des attentes un peu plus précises. Et enfin, sur l'extra sportif, donc ça regroupe tout ce qui peut se passer autour du club. Spoiler, on va parler du maillot quand même. Et donc c'est parti pour nos attentes. On va trancher dans le vif du sujet. Nos attentes pour cette saison, on peut parler déjà de résultats. Donc on sort d'une saison avec un titre de champion d'Europe et une finale de top 14. Bon, il faut maintenir ce genre de performance pour continuer à grandir, Yann. Ouais, même maintenir le club dans le haut niveau. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc là, on est au tout début. Mais c'est vrai que enfin, suivre le rythme un peu effréné du Stade Toulousain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On peut prendre l'exemple de La Rochelle qui a fait 3 saisons extraordinaires en faisant 3 finales de Champions Cup. Ils étaient pas loin à un Ntamak près d'un doublé historique. Et là, tu vois, ça fait 2 saisons. L'année dernière, enfin il y a 2 ans où ils galèrent un peu, ils rentrent de justesse dans le top 6. Ils arrivent en demi-finale et après ils perdent contre le Stade Toulousain. Et cette année où clairement ils sont pas qualifiés dans le top 6. Donc tu vois, voilà, c'est moi ce que j'attends, c'est à minima se maintenir dans ce haut niveau. Donc ça va passer par forcément une finale, parce que il faut qu'on arrive à se retrouver encore en finale. Je vois plus de facilité pour le top 14. Parce que c'est vrai qu'on a ce déplacement en Afrique du Sud qui risque d'être très compliqué en Champions Cup. Mais bon, on sait jamais. Si ça se trouve, tu vois, je dis ça maintenant, mais dès décembre, on aura quand même une réponse. C'est-à-dire que si on va gagner au Bulls, il y a une possibilité qu'on puisse faire comme l'année dernière, quoi, tout enchaîner à domicile. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est ça, c'est maintenir ce haut niveau parce que la durée, c'est ce qui est le plus dur en fait. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est peut-être un peu plus simple pour l'UBB maintenant d'aller en finale du top 14. En tout cas, ça fait 2 fois qu'on le fait, donc on connaît un peu le chemin. Là où en Champions Cup, il y a quand même plus de grosses écuries dans le sens où, en fait, tu as déjà toutes les grosses écuries du top 14 et en plus, tu ajoutes du Leinster, des Saints, enfin, 3 4 équipes de gros calibre qui peuvent être des barrages potentiels à une demi-finale ou une finale de Champions Cup. Donc effectivement, en fonction du résultat que tu vas faire en Afrique du Sud, bah, tu peux te retrouver à devoir te déplacer en demi-finale ou même en quart. Et ça peut être quelque chose d'assez compliqué pour le mois d'avril 2026. Mais c'est ça. Tu vois, si tu prends pas tous les points, eh ben ouais, tu peux te déplacer. Alors en quart, j'espère pas. J'espère au moins jusqu'en demi. C'est-à-dire qu'on sera terminé au moins dans les 4 premiers. Voilà. L'objectif, ça va être ça, finir premier de notre poule. Je pense qu'on a les moyens de le faire. Même si on a Northampton dans la poule et on va chez les Bulls, je pense qu'on a la capacité pour le faire et il faut qu'on arrive à faire ça. Mais voilà, après en demi-finale, si tu te déplaces, alors je sais pas si tu es dans la partie du Stade Toulousain, à vrai dire, c'est peut-être mieux parce que vaut mieux prendre le Stade Toulousain en demi-finale qu'en finale, franchement, j'ai l'impression.
Parce que bon, je pensais qu'on était bien en finale, mais finalement ils sont bien réveillés quand même. Alors qu'en demi-finale c'était plus facile pour nous. Mais après ouais, tu peux tomber dans l'autre côté, aller à Dublin, c'est quand même costaud. Hein. La Rochelle l'a fait, elle est gagnée là-bas en finale, mais c'est du très haut niveau. Alors que c'est vrai que en top 14, vu l'effectif qu'on a, mais ça on va en parler plus tard hein, avec peut-être la gestion des doublons, mais je pense qu'on peut viser ce top 2. Voilà, ça va être notre objectif. L'idéal, c'est qu'on l'atteigne un peu plus rapidement. Mais voilà, une fois que tu es dans le top 2, en fait, tu as 90% de chances de te retrouver en finale. Parce que finalement, les équipes, elles arrivent cramées. Donc, nous, on l'a bien connu quand on s'est fait exploser à Marseille. Et surtout, en demi-finale, déjà, on était très, très limite. Je veux dire, le Stade français, si c'est une autre équipe avec un peu plus de qualité, je pense qu'on passe à la trappe, quoi. Ouais, tu tapes par exemple le La Rochelle qui a joué contre Toulouse. Effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Et même ce Stade français-là, qui a fait une belle saison, mais qui était peut-être un peu au-dessus de son niveau, bah, tu passes à un coup de pied de rentrer à la maison. Donc, effectivement. Toujours est-il que dans mes attentes, moi, quand je me suis dit quel résultat ou quelles espérances j'ai pour cette saison, la première chose que je me suis dit, c'est je veux aller à San Mamés. Je veux aller à Bilbao, supporter l'UBB pour une potentielle finale de Champions Cup. On a un titre à défendre. Moi, c'est vraiment la priorité des priorités, c'est ça, c'est d'aller vivre une finale de Coupe d'Europe. Je suis pas allé à Cardiff, j'ai pas de mariage cette saison, donc pour moi c'est vraiment ça l'attente en termes de résultats, aller jouer cette finale à Bilbao. Et la gagner du coup. Oui, c'est possible. Bah du coup, si possible, oui. T'imagines, ça serait ouf quand même. Non mais oui, de toute façon, l'avantage c'est qu'on va très vite le savoir. L'avantage de la Champions Cup, c'est que dès janvier, tu sais ce qu'il en est et tes attentes. Tu vois, nous, une fois qu'on était sortis des poules et qu'on avait réussi à passer devant le Stade Toulousain, tu savais qu'on était quand même en balotage favorable et que si on avait bien une chance de se retrouver en finale et d'aller chercher quelque chose, c'était même plus facile. On voyait ça plus facile en Champions Cup. D'ailleurs, il y avait même en interne, on avait l'impression, le staff qui discutait en disant bah ouais, là on a quelque chose de très important, il faut préparer plus la finale, on va peut-être laisser des points en championnat, le top 2 est peut-être un peu perdu, tu vois. Bon, Toulon n'a pas fait mieux, donc du coup on a pu maintenir ce top 2, mais tu sentais quand même une attente et une priorité, donc voilà, c'est l'avantage de la Champions Cup, c'est qu'après après janvier, tu sais, avant d'attaquer le tournoi de destination, tu sais à peu près comment tu vas être mangé et à quelle sauce, quoi. Ouais, en tout cas, c'est le chemin le plus court pour avoir un titre, c'est 8 matchs et basta. Et c'est vrai que tu connais potentiellement tes futurs adversaires, même si tu vois, le finaliste au final n'a pas été celui qu'on pensait avec le Leinster. Que Toulouse, bah en fait, on avait quand même des gros doutes de est-ce qu'on va pouvoir les passer ou pas. Donc il y a quand même quelques surprises, mais voilà. Après, effectivement, tu me dis demain on fait les demi-finales à Marseille et une finale à Saint-Mamès, ça me va très bien. Et tu vois, dans les deux cas, en fait, c'est l'objectif, moi, de ce que je veux vivre en tant que supporter, parce que j'ai envie de m'y déplacer. Après, oui, effectivement, il faut qu'il y ait une victoire derrière et qu'ensuite il y ait une finale de top 14, évidemment. Mais à minima, ce serait ça à vivre en tant que supporter. Ouais, bah, très bien. Et tu vois, même en termes de... Tu vois, on avait eu le débat la semaine dernière, quand on papotait, et on se disait, est-ce qu'on s'attend à un autre titre ? Toi, tu me disais, bah, ça va être très compliqué. Moi, j'étais là, bah, en fait, il faut continuer à gagner parce que pour continuer en fait à faire grandir ce club, tu vois, continuer à attirer des joueurs toujours plus talentueux, un peu comme peut le faire le Stade Toulousain. En fait, pour moi, une année blanche derrière un premier titre, ça gâcherait un peu la chose. Tu vois, ça me rappelle, et c'est Robin qui me le disait sur Instagram, ça me rappellerait un peu trop les Girondins 2010 qui sont passés à côté tu vois, de la saison d'après. Et pour moi, il faut absolument qu'on remporte quelque chose cette saison. Putain, c'était une horreur d'ailleurs cette saison. Parce que on était, je sais même pas comment on fait d'ailleurs pour s'écrouler. Parce que, enfin, jusqu'à l'annonce de Laurent Blanc, on avait au moins 20 ou 25 points d'avance, quoi. Non, on avait un peu moins, mais. Moins, mais c'est un oui, jusqu'en février, t'es en quart de Ligue des Champions et t'as 10 points d'avance, et tu t'écroules. Mais du coup. C'est vrai que c'était vraiment une très mauvaise Yannick Bru nous annonce qu'il part avec le 15 de France en février. Non, là, ça peut tourner vinaigre. Non, mais Galtier, de toute façon, il est très bien.
Ah oui, oui, il faut qu'il reste Galtier. Jusqu'en 2027. Il est très bien. En plus, il fait pas jouer Mathieu Jalibert. Il est parfait comme homme. Moi, je pense que le minimum, c'est que vu le calendrier en Champions Cup, on fasse une demi-finale et qu'on aille en finale en top 14. Pour moi, c'est le minimum des objectifs qu'on doit se fixer avant. Et effectivement, pour continuer à grandir et pour basculer, si tu gagnes un titre, là, tu changes. En plus, tu vas affronter un Stade Toulousain qui va récupérer Antoine Dupont, etc. Donc voilà, si tu gagnes de toute façon un titre l'année prochaine, à mon avis, ça veut dire que tu as battu le Stade Toulousain, soit en demi-finale, soit en finale. Donc c'est que tu continues à grandir. Donc effectivement, le fait de potentiellement gagner un titre, ce serait quelque chose d'énorme, moi je trouve. Et le truc aussi où j'attends beaucoup l'année prochaine, c'est qu'on arrive à maintenir un peu ce niveau physique, parce que l'année dernière, je trouve qu'on a été extrêmement performant physiquement. Alors ça peut s'expliquer par le fait, alors quand on avait eu Yannick Bru, il nous avait expliqué qu'ils avaient amené énormément de rotation, plus que l'année encore d'avant, notamment voilà, certains cadres on les a fait un peu plus reposer, on a essayé de mettre la rotation à chaque match en changeant 8 ou 9 joueurs. Il y a eu aussi le travail de Thibaut Giroud et du staff médical, parce que finalement on a été en forme, on a eu peu de blessés, c'est-à-dire qu'on arrive quand même en finale avec peut-être 2 ou 3 blessés majeurs, mais mine de rien c'est très peu par rapport à d'autres effectifs ou même tout au long de la saison. Je trouve qu'on a vraiment été très peu blessés. Et du coup, j'attends vraiment qu'on arrive à maintenir ça, parce que pour moi, on n'a pas encore un effectif assez étoffé comme le Stade Toulousain pour pouvoir se permettre en fait d'avoir des blessés de mecs clés. Et donc du coup, il faut qu'ils soient tout le temps en forme pour qu'on arrive en fait avec ce 23 type en finale et qu'on puisse sur un match gagner n'importe qui. Et donc ça, je trouve que ça va être une donnée qui va être extrêmement importante. Est-ce qu'on va arriver, moi je pense que oui, à garder ce niveau physique, parce que tu vois, même en finale, on est plutôt en forme en fait. C'est-à-dire qu'on va jusqu'en prolongation. Même les 20 dernières minutes, je trouve qu'on commence à prendre le dessus. Tu vois, les 20 dernières minutes, on commence à reprendre le dessus. Il y a cet essai de petit, et après on réattaque, on obtient une pénalité. Donc c'est Max qui l'a pris, qui la transforme, etc. Donc même physiquement, on a été bien. Peut-être que les gros ont manqué un peu de jus parce que forcément, t'as tourné avec 2 piliers droits pro cette fin d'année, donc très compliqué. Parce que Tofa est avec un quart d'heure dans les pattes, et puis après t'as Falatea qui revenait de blessure, et t'avais vraiment que Big Ben, qui est pas un mec qui peut faire 70 minutes par match, quoi. Et malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Donc il était un peu cramé, mais globalement, on a été extrêmement bien physiquement, on a eu peu de blessés. Donc ça, je pense que ça va être une donnée extrêmement importante, parce que voilà, on n'a pas encore cette marge, on n'est pas encore comme le Stade Toulousain qui pète du pont et qui peut être champion de France. Voilà, on a des joueurs clés, il faudra pas les péter. Max, il faudra pas le péter. Mathieu, pareil. Je pense qu'il faudra qu'on ait toujours et qu'on ait une forme physique énorme pour pouvoir en fait sur un match battre n'importe qui, les plus grosses équipes comme le Stade Toulousain, le Leicester, etc. Donc ça, pour moi, ça va être extrêmement important. Ouais, la fraîcheur physique et qui va avec du coup la rotation un peu sur toute la saison, ce qu'avait très bien fait Yannick Bru la saison passée. Et pour moi, du coup, ça vient avec mon point d'après, qui est l'intégration de toujours plus d'espoir. Dont on les a cités hein, déjà, hein, les Bissu, les Ipsayen, les Kane Ravra, enfin, cette cellule élite d'ailleurs qu'on présente sur le compte Instagram et TikTok avec les vidéos que Yann a faites. Tous ces joueurs-là, moi j'attends de les voir régulièrement sur des feuilles de match. Il y a Tian Jacobs aussi, mais lui il est déjà dans la partie pro quand on regarde la présentation de l'effectif sur le site, tout comme Valentin Hutto d'ailleurs, et Jacques Ngembous. Donc vraiment avoir de plus en plus d'espoir pour vraiment allonger cette profondeur d'effectifs et garder du coup ce niveau de performance et de fraîcheur physique au maximum tout au long de la saison, ce qui va nous permettre potentiellement de négocier un peu mieux les doublons que la saison précédente, puisque si tu as un effectif qui est plus profond et plus impliqué, tu peux potentiellement aller chercher des matchs pendant cette période-là. Ouais, ça c'est clairement notre axe de progression. Alors du côté espoir, forcément, on l'a évoqué plusieurs fois, hein, on veut que 2 tiers de l'effectif soit passé par le centre de formation. Donc, et c'est en fait c'est un objectif qui est sain financièrement et sportivement, qui se fait de mieux, parce que tu peux alimenter à l'infini quasiment ton équipe première.
et donc t'as jamais de trou. Et en plus, quand t'arrives à avoir une culture club forte, ce qu'on essaie de construire avec l'UBB, mais ça prend du temps. Ben forcément, en fait, c'est que ces gamins de la cellule élite, dès qu'ils rentrent en première, eh ben ils sont performants parce qu'ils connaissent tous les systèmes. Donc tu vois, c'est pour ça que tous les lancements de jeu que fait les espoirs, eh ben en fait c'était le lancement de jeu des pros, pour qu'en fait ils aient les mêmes automatismes, les mêmes codes, les mêmes appellations, pour qu'ensuite quand ils passent dans dans le niveau supérieur, donc chez les pros, ils soient pas perdus et ils soient tout de suite intégrés. Et effectivement, cette gestion des doublons, ça va être un des plus gros axes de progression, parce que mine de rien, l'année dernière, on a toujours eu besoin de nos facteurs X pour passer cette période. C'est-à-dire qu'avant la période des doublons, donc on a ce gros contre-coup à domicile contre le Loup, où on doit jamais perdre le match. Et après, on a couru un peu derrière, et heureusement qu'on a eu nos facteurs X sur le match de Perpignan. Je pense à Mathieu Jalibert, je crois qu'il y avait Nico Desporter aussi, qui nous ont permis, en fait, qui n'étaient pas en équipe de France, et qui nous ont permis en fait de passer ce doublon et de rattraper les points qu'on avait perdus contre le Loup. Et ça, en fait, j'attends beaucoup de savoir si on a grandi, parce que pour moi, ça va être cette période qui va conditionner en fait la fin de saison et notamment le top 2. C'est savoir comment on va passer cette période, et j'aimerais bien qu'on passe cette période sans nos facteurs X derrière. Voilà. Pour qu'on puisse les faire opposer, pour qu'on puisse, tu vois, par exemple, je pense aussi à Louis qui après le tour destination, donc avait enchaîné Toulouse, et après il avait alors je sais plus quand il a eu son repos, mais après je crois qu'il avait enchaîné le 8e ou le quart de Champions Cup, et après il avait re-enchaîné à Pau à l'extérieur où il marque, c'est fantastique. Mais tu vois, si t'as fait suffisamment le taf comme peut le faire le Stade Toulousain par exemple pendant la période de doublon, forcément Louis tu le mets au frigo pendant certains matchs, parce qu'en fait t'as pas besoin de points. Le problème c'est ça, c'est que quand tu prends des retards de points, et après il faut les rattraper, et pour les rattraper il faut que tu aies tes meilleurs joueurs, donc il faut que tu aies tes facteurs X. Et donc ça, j'attends beaucoup de notre effectif qui s'est étoffé. On l'a évoqué la semaine dernière, hein. Rayassi a été recruté pour ça, quoi. Un facteur X pendant cette période de doublon. Sean Mousquet, pareil. Ouais, mais c'est clairement des points laissés en route la saison passée. Et c'est à ce moment-là que Toulon était revenu. Quand je dis à ce moment-là, c'est décembre, janvier, février, que Toulon petit à petit était revenu. Ils sont même passés devant sur une journée ou deux. Donc il faut absolument qu'on fasse le trou avec les équipes derrière pour pouvoir négocier effectivement ce printemps le mieux possible. Ouais. Effectivement, là, on a un peu tiré sur la corde pour certains mecs en avril-mai, ce qui a fait qu'en juin, il nous manquait ce tout petit détail, ce rien du tout qui a fait que en prolongation, tu finis par perdre. Alors c'est facile de résumer ça comme ça, mais en fait, tu dis qu'il faut vraiment mettre absolument tous les ingrédients possibles pour aller battre ce Stade Toulousain. Donc c'est potentiellement des pistes d'amélioration. Ouais, c'est ça. Et en plus, quand tu arrives à avoir une forte équipe de doublons et que tu arrives même à gagner l'extérieur en doublon, et après en fait t'as un système qui se met en place. Et d'ailleurs le Stade Toulousain, parfois ils ont un peu de mal sur ça, c'est que en fait toutes les équipes quand ils viennent chez toi, en fait ils font des impasses. Donc forcément t'as aucune opposition chez toi. Et donc ça c'est très bien, parce qu'en fait, alors c'est très bien et pas bien. C'est très bien pour la fin de championnat, parce que forcément t'as moins usé tes mecs, parce que il y a eu moins d'opposition quand tu recevais l'équipe qui se déplaçait. Par contre, tu peux te faire surprendre. Je pense que ils ont été surpris dans l'intensité, par exemple quand on est venu chez eux et qu'on allait gagner. Parce qu'ils avaient la grosse équipe, mais finalement, comme à chaque fois tout le monde fait des impasses chez eux, en plus il y avait quand même une rotation qui était assez importante de notre côté, et donc du coup je pense qu'il y avait tout le battage médiatique aussi toute la semaine d'avant en disant que l'UBB ne respecte pas le top 14 ou Canal+. Exactement, et du coup ils ont été un peu surpris par l'intensité, donc ça peut arriver. Par contre effectivement quand tu fais des parties où tu gagnes de plus de 50 pions parce que ils ont mis les espoirs, bon tu vois, il y a Toulon par exemple quand ils sont allés au Stade Toulousain, ils avaient mis énormément de jeunes, tu vois. Je crois que La Rochelle, je crois aussi, Clermont, enfin bon voilà, tu mets énormément de rotation en fait, et même ça peut même arriver, tu vois, les seuls matchs compliqués à domicile, c'est la période de doublon, parce que tu te dis potentiellement on peut aller battre le Stade Toulousain, bon, ce qui n'est pas le cas, mais voilà. Donc tu vois, c'est ça aussi, c'est un double effet, être maître chez soi et commencer à pouvoir gagner avec n'importe quelle équipe à l'extérieur. Forcément après les équipes te craignent, et donc du coup on voit des équipes un peu plus mixtes quand ils viennent chez toi, parce que forcément ils savent qu'ils vont prendre 0 point. Ça c'est aussi important.
Ouais, bah c'est là qu'on verra si le statut du club a progressé vis-à-vis des adversaires et est-ce qu'on craint l'UBB plus que les saisons précédentes. On peut faire un petit point peut-être sur les aspects du jeu, les axes d'amélioration qu'on a sur cette saison. Donc c'est pour moi assez évident que sur l'ensemble de la saison, on va attendre plus de régularité sur la touche et la conquête en général, mais la touche en particulier, avec l'année 2 de Sean Sowerby, avec Cameron Wauki qui a été recruté pour pallier au départ de Guido Petit. On va voir si ce départ-là est préjudiciable ou non. Est-ce qu'on va être comme en Champions Cup et montrer un meilleur visage, sachant qu'au printemps, on a quand même une touche très très convenable, mais ça nous a empêché à des moments de la saison de gagner certains matchs. Je pense notamment au Racing, où en fait, si tu fais pas du 1/12 en touche, ce match-là, tu le gagnes et tu repars avec 4 ou 5 points de Paris. Ouais, Racing, il y a aussi, alors c'était moins catastrophique, mais il y a eu quand même une touche qui a été déterminante, c'est celle de Ça contre Bayonne. Ouais. Où il s'est pris la soufflante. Mais ouais, effectivement, t'as tout dit, il faut qu'on trouve de la constance dans la conquête. Et notamment en touche, qu'on soit pas dépendant de joueurs. Ça, c'est ce que t'as tout à fait raison. Il faut pas qu'on devienne une bonne touche quand on a Petit ou Wauki. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver des zones libres quand ils sont pas là et quand tes capitaines de touche ne sont pas là. Et donc ça, il faut qu'il y ait des mecs qui prennent les relais. Beauchaton, il faut qu'il arrive à prendre le relais. Il faut que Mathieu aussi, qui est un énorme jumper, prenne le relais. Gray, Coleman, enfin voilà, il faut qu'on arrive à trouver une organisation, 2-3 leaders de touche qui permettent de compenser quand t'as pas ton meilleur jumper de l'équipe, qui en fait qui te facilite le tout. Alors effectivement, hein, quand t'as pas tes meilleurs joueurs, t'es moins performant, mais il faut qu'on arrive, et ça c'est important. Il faut qu'on arrive voilà à trouver cette constance. Peut-être chercher des zones plus simples, peut-être faire plus de mouvements. Enfin, je sais pas ce que va faire Sowerby, mais effectivement, ça va être un des points importants parce que ouais, le Racing, on perd clairement ce match. Alors en plus, on n'est pas loin, hein, mais on perd clairement ce match parce que on chie tous les ballons en touche. Et combien de fois en début de saison, c'est arrivé où à 5 mètres de la ligne, et ben hop, c'était troisième, on faisait troisième bloc. En plus, on est nul en troisième bloc et ça lobait le bloc saut. Ça arrivait tellement de fois en fait. Donc ouais, ça il faut retrouver la constance. En mêlée, je suis assez rassuré parce que il va avoir le retour d'un joueur. Je pense qu'après quand on parlera des individus, je vais pouvoir l'évoquer, mais voilà, on a des retours comme ça dit. Donc la mêlée, je suis peut-être moins inquiet. On sera jamais une équipe la plus dominante au monde, mais on peut être suffisamment costaud pour lancer le jeu en fait et pas prendre de pénalité. Voilà. Autre axe d'amélioration pour moi, qui a été un mal plutôt récurrent, alors c'était pas systématique, mais en tout cas on a eu du mal sur pas mal de matchs, c'est les renvois. Comment on peut améliorer cet aspect-là de notre jeu, d'autant plus que c'est souvent des moments où on se faisait lober de 1 mètre ou 2. Est-ce que c'est un placement à revoir? Est-ce que c'est tu vois, un dispositif? Comment ça peut être amélioré cet axe-là? Ouais, c'est clairement du travail. Hein. C'est-à-dire que là, les cellules de saut n'étaient pas sous le ballon, tout simplement. Donc il y a une trajectoire en fait qui est pas du tout anticipée. Et donc en fait, tu fais des blocs sauts qui sautent en vide. Donc alors il y a deux facteurs à ça. Donc effectivement l'emplacement de notre cellule, les coups de pied qui étaient plutôt bien tapés. Ntamak les a vraiment bien tapés et on a trouvé une zone faible derrière ce bloc saut dans les 22. Toulon l'avait vu aussi avec Jaminet. On a eu pas mal de difficultés dans ce secteur-là. Heureusement qu'on a eu un Pablo Uberti qui a rattrapé énormément de coups. Contre Toulon, ouais. Ouais, contre Toulon, mais effectivement, ça s'est pas retrouvé contre le Stade Toulousain et on a chargé pour ça parce qu'à chaque fois qu'on marquait, on reprenait des points. Et ça, en fait, c'est comme les sorties de camp, quoi. Ça fait partie de la base et c'était une de nos forces, les sorties de camp avec Max Lucu qui te renvoie dans le camp adverse. Mais effectivement, là, c'est plutôt une organisation. Je pense que là, c'est la cellule de saut qui n'est pas assez attentive. Donc j'espère que l'arrivée de certains joueurs ou le fait que Gray va sûrement de plus en plus jouer, enfin voilà, va permettre de compenser ça. Mais pour moi, c'est une histoire de travail parce que c'est pas normal de se faire avoir aussi facilement en finale, en fait. Parce que ça, pour moi, c'est le problème. Enfin, c'est l'élément qui nous a fait perdre la finale, le plus important.
pour ma part, Ouais. parce que franchement, à chaque fois qu'on marquait ou qu'on passait devant, et après tu prends un gros coup derrière la tête, en fait psychologiquement ça t'atteint. Ouais, je suis d'accord. On voit beaucoup passer des choses sur les piliers, comme quoi les piliers sont la cause de cette défaite en finale, mais effectivement, je suis assez d'accord qu'il y a pas mal d'autres secteurs du jeu qui ont été problématiques et ces renvois. Et effectivement, je pense que ça a été plus préjudiciable que nos piliers. Est-ce que tu as d'autres axes d'amélioration, toi? Non, parce qu'après, dans ce qu'on fait, il faut qu'on soit toujours aussi performant. Voilà, la contre-attaque, il faut qu'on maintienne ce niveau qui est énorme. Il faut qu'on retrouve le visage qu'on a eu de toute l'année et pas en finale sur la guerre des rucks, parce que c'est vrai qu'on s'est fait un peu secouer. Mais là, tu vois, est-ce qu'il y a la notion de Toulouse a fait son meilleur match de l'année et nous peut-être un match un peu moins fort et peut-être aussi une forme de alors pas que d'envie, mais peut-être de forme physique, je sais pas. Donc voilà. Ouais. Mais voilà, qu'on maintienne ce niveau parce que je pense que c'est nos forces depuis l'arrivée de Bru, donc contre-attaque et ce jeu au sol. Voilà, il faut qu'on arrive à maintenir encore ce haut niveau. Ouais, et puis ça peut être aussi garder un peu les acquis de la saison jusqu'au bout, tu vois, quand on change le banc en 5+3, quand on change certains joueurs qui ne rentrent pas, qu'on retarde les rotations, etc. Il y a des choses qu'on a changées juste à la finale. Alors le 5+3, il était aussi contre Toulon, mais peut-être effectivement, c'est affirmer notre identité de jeu et notre stratégie et la garder jusqu'au bout. Ouais, et puis ça, le staff, de toute façon, l'avantage c'est qu'on l'a beaucoup évoqué, Bru est quand même une personne qui se remet beaucoup en question, qui réfléchit beaucoup, c'est pas qu'un scientifique du rugby, et donc du coup, voilà, il prend note, il apprend lui aussi, voilà, c'est un jeune manager, donc il apprend, et je pense que il refera pas les mêmes erreurs, comme il a pas refait les mêmes erreurs sa deuxième année, donc pour moi c'est pareil, la montée en puissance de l'UBB va avec la montée en puissance du staff. Donc je suis pas inquiet pour ça. Je pense qu'il va avoir des choses qu'on ne refera plus. Je suis d'accord. Côté sportif, on a aussi, du coup, c'est plus pour la saison d'après. Mais ce qu'on va attendre, du coup, cette saison, c'est le mercato, les transferts, les signatures des postes sur lesquels il faut qu'on s'améliore potentiellement. On a 8 fins de contrat chez les pros. Est-ce que toi, t'attends une signature en particulier, pas nécessairement d'un joueur, mais plus sur un poste clé? Je pense moi je vois vraiment une recrue au poste de pilier droit. Je pense que si Pili Falatea va jouer gros cette année, il faut vraiment qu'il arrive à trouver de la constance et à devenir performant comme il a été performant par exemple contre le Stade Toulousain en demi-finale. Voilà, il faut qu'il arrive à faire ça sur une saison pour pouvoir être prolongé. Sinon, je vois bien le recrutement d'un droitier de haut niveau euh, à sa place. Voilà, je le vois comme ça. Parce que du coup, alors moi je m'étais posé la question aussi et je me suis dit si effectivement Falata tu décides de t'en séparer parce qu'il répond pas aux attentes, derrière tu as un Afan qui toque à la porte. Alors ça va dépendre énormément de sa saison en Pro D2 à Brive, mais est-ce que la saison d'après du coup t'as pas tout simplement un Tamifuna, Sadi, Afan et potentiellement un troisième jeune en rotation type Awad ou Paragad? Alors pour le coup, je ne pense pas dans le sens où Afan reste quand même un très jeune pilier. Enfin, c'est un 2004, il a 21 ans. Quand tu vois par exemple, je vais prendre un exemple d'un joueur qui est Paul Malès qui va jouer sa première saison là en top 14 avec le Stade Toulousain. Il a 24 ans. C'était un joueur qui était ultra dominant en U20 et forcément en fait quand tu passes chez les grands, tu te fais un peu casser la gueule devant. Il a fait des prêts qui étaient plutôt bénéfiques, notamment en Pro D2 avec Aix-en-Provence où il alternait à gauche et à droite. Mais tu vois, il a mis quasiment depuis les U20, il a mis 4-5 ans avant de devenir un joueur qui tient une mêlée en fait. Et donc Afan, je le vois plus dans cette optique-là. On sent qu'il progresse d'année en année. Alors il a eu ce frein avec cette blessure, cette grave blessure au genou, mais tu vois que physiquement il a encore pris. Quand mêlée, sa tenue est mieux. Je pense que sa saison à Brive, on va le suivre attentivement. Enfin moi en tout cas, je vais le suivre attentivement pour voir comment il s'améliore parce que c'est une très bonne école la Pro D2 dans ce secteur-là. Mais ça restera encore un très très jeune pilier. Et donc moi je le vois plus potentiellement dans 2-3 ans vraiment dans la rotation, hein. C'est-à-dire que là avec tu vois plus de 10-15 feuilles de match, plutôt quand Big Ben sera sur la fin de la fin. Tu vois, Ouais. tu vois pour l'instant Big Ben je crois qu'il a 34 ans
ou 33 ans, 34 ans. Tu vois, dans 2-3 ans, il sera sur 36. Je pense que là, on sera plutôt sur la fin d'un Big Ben. Et donc là, je vois naturellement une rotation avec un jeune droitier. Alors ça peut être Afan, ça peut être Awad s'il a explosé, enfin voilà, ou Pargard. Mais il faut pas vraiment oublier que ça reste des postes à maturité tardive et que voilà, des Tatafou c'est une exception, même Bamba c'est une exception. Généralement en fait ils mettent un peu de temps à se développer et parfois c'est même mieux parce qu'on voit que les très très jeunes piliers qui arrivent très tôt dans le niveau, et ben ils se blessent souvent. Voilà. Bamba a eu des soucis, Tatafou a des soucis, enfin voilà. Ouais, c'était plus aussi pour me dire, tu vois, l'an prochain, s'il faut que tu mettes le pactole sur un poste, tu vois, à privilégier en termes de pourcentage de ta masse salariale, est-ce que tu vas plutôt viser un excellent droitier ou plutôt un deuxième ligne, potentiellement? Là où on est peut-être un peu... Alors, on n'est pas light cette saison, mais tu vois que Johnny Gray arrive en fin de contrat. Est-ce qu'on compte sur lui la saison prochaine? Après, ça va dépendre évidemment du début de saison. Ou est-ce que tu essaies directement de faire un upgrade avec un deuxième ligne de classe mondiale? Parce qu'il y a que Gray en fait qui est en fin de contrat l'année prochaine. Coleman, il lui reste combien de temps? Je sais pas quand. Coleman a re-signé, donc il reste, je pense, que c'est 2027. Ok, parce que tu vois, voilà, c'est ça à voir. Est-ce que on va chercher déjà un top player après Gray, ou est-ce que on va attendre la fin de Coleman pour recruter un gros à ce poste? Je sais pas. Après, il faut voir les disponibilités du marché. En fait, c'est toujours ça. En fait, t'es un peu contraint par ça, quoi. Est-ce que tu peux avoir mieux que ce que tu as maintenant? Est-ce que tu as des profils qui sont compatibles? Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de mecs comme Skelton, Meafou, mais en fait c'est très compliqué ce type de profil, et surtout c'est des profils qui sont pas forcément parce que eux c'est des joueurs XXL, hein, mais qui sont pas forcément compatibles avec notre système. Meafou et Skelton pourraient le faire, hein, mais c'est des exceptions. Tu vois, par exemple, je suis pas sûr qu'un Tuilagi, alors après on pourrait le façonner, hein, mais je suis pas sûr qu'il puisse faire ce que Giroud demande et Bru à ses secondes lignes. Voilà, il faudrait peut-être plus des joueurs comme Flamand, des polyvalents 4-5, qui ont une certaine mobilité, des gros porteurs, etc. Mais qui c'est qui est en fin de contrat en 2026? Oui, non mais voilà. Flamand, voilà. Est-ce que tu mets pas le pactole là-dessus justement pour préparer ton après Coleman et avoir directement un 4-5 de classe mondiale dès 2026-27? Ouais, si c'est faisable, il faut le faire, mais moi j'y crois pas. Flamand, ça j'y crois pas non mec, plus. En fait, il y a très peu de mecs qui veulent partir du Stade Toulousain, donc sauf des mecs qui jouent pas. Donc lui, il est bien au Stade Toulousain. En plus, alors même ils pourraient avoir des plus gros salaires à l'extérieur, finalement c'est largement compensé par leur sélection 15 de France parce qu'ils sont quand même indemnisés. Donc bon, après t'as la notoriété. Enfin bon, bon. Mais effectivement, je pense qu'on tendrait plus vers ce type de profil. Tu vois, des mecs qui peuvent porter les ballons, qui peuvent répéter les tâches, mais qui sont suffisamment costauds pour apporter en fait leur soutien en mêlée. Quitte à avoir un pilier droit de mêlée très costaud, type Sadi, un autre sud-africain ou Big Ben, et avoir ces secondes plus mobiles que avoir des mecs un peu plus lourds. À un moment on évoquait le mec du Stade Français, mais moi je pense que le mec du Stade Français il peut clairement pas jouer dans notre système. On le verra cette année. Van der Merch. Ouais, on le verra cette année à Northampton, hein, qui est un jeu extrêmement exigeant aussi. Je suis pas sûr qu'il démarre titulaire, quoi. Je pense qu'ils préféreront faire jouer Coles que lui, et lui plutôt un impact player, quoi. Un autre poste où tu as des envies de grosses recrues ou après, parce que derrière en fait je me dis on est full. Tu vois, en termes de transfert là où tu attends du neuf? Non, mais ça va être de la profondeur. En fait, qu'est-ce qu'on va faire au poste de neuf? Est-ce que Pagerello va pouvoir se révéler et on va le re-signer parce qu'il a un contrat en 1+1? Est-ce que on va aller chercher quelqu'un d'extérieur? Pareil au poste de 10, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire avec Carberry? Est-ce qu'on va aller chercher une autre personne? Juste voilà. là, tout ce que tu cites, c'est parce qu'ils ont leur fin de contrat en 2026. Bah, d'ailleurs, on peut juste et après, peut-être qu'on peut passer au cas individuel. Mais donc, on a Sipili Falatea en fin de contrat 2026, Johnny Gray, Bastien Vergne-Taillefer, Lachlan Swington, Martin Pagerello, Joey Carberry, Pablo Huberti, Salidi Rayassi, Romain Buros. Alors, nous, on a 2026, mais il y a peut-être des options hein, dans tous ces cas-là. Toujours est-il que potentiellement, il pourrait partir en 2026. Donc, effectivement, t'as pas énormément là-dedans de titulaires indiscutables à leur poste, à part Romain Buros. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne directement avec les cas individuels et on va commencer avec notre arrière titulaire.
Et pour commencer du coup avec les cas individuels, on va parler de Romain Buros sur nos attentes. Alors au-delà d'une saison complète et au niveau de ce qu'il sait faire, moi mon attente concernant Romain Buros, c'est qu'il re-signe le plus vite possible. Oui, non, mais moi c'est pareil. Hein. Lui, c'est un joueur qui est tellement important dans notre système que il faut le re-signer directement. Ouais. Il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à réfléchir s'il est blessé, pas blessé. Ces dernières années, il a toujours joué les matchs importants. Donc c'est-à-dire soit les finales, demi, etc. Ça lui arrive d'être pété. Là, il s'est pété en novembre, mais voilà, la blessure a duré un peu de temps. Et puis après, pareil avec Exeter, mais c'était un miracle parce qu'il s'est fait plier le genou. Moi, je pensais que c'était terminé la saison. Mais ouais, c'est un joueur qui est extrêmement important dans notre système. C'est le premier attaquant. C'est le mec qui rassure. Voilà. À chaque fois, je le compare. Là, il a 28 ans et je le compare au Brésilien de La Rochelle, quoi. C'est-à-dire que c'est l'élément clé derrière du système de Rochelet, c'était Dulin. C'est lui qui alimentait tout au pied. C'est lui qui organisait tout. C'est lui qui rassurait sur le jeu au pied haut. Voilà. Donc Dulin Dulin donc, du coup est un élément important pour La Rochelle, était un élément important pour La Rochelle. Et nous en fait on a notre Buros arrive en plus à son, enfin là c'est les plus belles années pour un 15. C'est-à-dire que t'es en forme physique. En plus tu commences à bien maîtriser ton poste parce que c'est quand même un poste qui est assez compliqué, notamment les placements. En plus là maintenant avec les nouvelles règles en fait avec les chasseurs, enfin voilà les escortes, c'est encore plus compliqué comme poste et donc il y a une réflexion. Donc ouais non, lui c'est un joueur qu'il faut absolument prolonger, si possible sur la durée. Tu vois après 2028, 2029 ce serait bien. 2028, 2029 tu as un contrat de 3 ans minimum, 3 ans. Tout ça, on l'avait un peu dit la semaine dernière quand on présentait les arrières. On avait déjà évoqué le cas Buros, mais c'est vrai que c'est directement quelque chose à laquelle on pense quand on pense vraiment au cas individuel. Moi, il y a un joueur dont j'attends énormément, et ça aussi on en a un peu parlé la semaine dernière quand on parlait des arrières. Bah, c'est la saison de Martin Pagerello que j'attends beaucoup pour 2 raisons. La première, c'est être vraiment un meilleur joueur et un meilleur atout que Yann Esgourg la saison passée. Et la deuxième raison, c'est que en fait, c'est ça aussi qui va nous permettre de savoir ce qu'on va faire en termes de numéro 9 pour les saisons prochaines. Est-ce qu'on va conserver Pagerello et Maxime Lucu plus Valentin Hutto, ou est-ce qu'on va aller chercher un autre numéro 9 parce que Pagerello ne répond pas aux attentes et qu'on prépare l'après Maxime Lucu de façon un peu plus proactive? Ouais, là, c'est clairement un tournant, mais même pour sa carrière. Alors pour nous, effectivement, parce que ça va tout déterminer, comme tu l'as dit, mais même pour lui, là, il est vraiment à un tournant de sa carrière parce il peut s'installer comme déjà un numéro 2 dans un club qui va jouer les phases finales. Donc ça, c'est important. Et forcément, il a jamais pu réellement s'imposer parce que bon, à Oulu, il y avait Couillou qui est un autre style de joueur. Voilà, là, il va avoir les cartes en main. Il a seulement 26 ans, donc c'est un joueur de 99, donc il est extrêmement jeune encore. Pareil, il va arriver dans ses plus belles années qui sont aux alentours de 28-29 ans. Donc lui, ça peut être une sorte de mini tournant de sa carrière. Et effectivement, pour nous, ça peut être clairement une réponse à nos attentes, parce que s'il est performant cette année, eh ben ouais, forcément tu vas pas aller chercher soit racheter un contrat ou soit aller payer un mec un peu plus cher parce que il est extrêmement demandé. Est-ce que tu vas prendre du GIF non GIF, enfin voilà toutes ces questions, sachant qu'en plus comme tu l'as dit, tu peux après faire tranquillement arriver à maturité les petits jeunes qui sont derrière. Donc c'est un coup de poker, c'est un tournant pour lui et pour nous ça peut être une superbe solution simple en fait et du coup ce serait vraiment un double bonus pour lui et pour nous. Donc effectivement c'est un élément qui va être extrêmement important et en plus c'est un des joueurs avec qui on attend qui peut nous faire passer en fait cette période des doublons. Pas forcément les vrais doublons, mais au moins les faux doublons. Voilà, pendant cette période qui a été un peu plus compliquée l'année dernière. Donc ouais, c'est beaucoup d'attentes sur ce joueur qui, bon, j'ai peu de doute qu'il va nous faire passer un palier par rapport à Yann Esgourg, mais il peut faire plus en fait. Et ça pourrait être intéressant pour nous. Ouais, mais du coup, on attend beaucoup de Martin. Pour rester sur la numéro 9, ouais, quelque chose que j'attends cette saison, c'est un peu la passation entre Mathieu Jalibert et Maxime Lucu sur les coups de pied.
j'aimerais que Maxime Lucu les reprenne. Il a été très performant dans les moments très importants la saison passée. Demi-finale contre Toulouse, en finale contre Toulouse. Voilà, je me dis, c'est notre potentiellement meilleur buteur. Est-ce que on le récompenserait pas avec du coup cette responsabilité-là et comme ça, tu laisses les pleins pouvoirs sur l'animation à Mathieu Jalibert et il se concentre uniquement pour ça. Sachant que notre meilleur buteur de la saison dernière qui a fait 100% au but, Nance Ducoing, est à la retraite. Donc pour moi, il y a que Maxime Lucu. Et j'aimerais le revoir prendre cette responsabilité-là. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, pour moi, il y a eu ces deux finales, il y a eu un passage de relais. Hein. Le fait que Jalibert soit un peu limité physiquement et donc que Max prenne le but et assure. Autant l'année dernière c'était compréhensible vu la saison où Max ça a été très compliqué le tour de destination. Il rate ce pénalité contre les Queens. Donc psychologiquement t'es atteint. Au début de saison on dit bon mais Mathieu tu reprends le pied et après on maintient ça toute la saison. Là tu vois il y a eu ces deux finales parce que Max a quand même pas mal buté aussi contre Northampton, notamment ses pénalités de loin à des 40 mètres. Qui nous fait passer à 28-20 je crois. Et cette finale en fait, je pense que pour moi la question, voilà, on y a répondu, ils ont y répondu de même. Il y a eu ce passage de relais. Je pense que naturellement Mathieu va laisser la main à Max, qui va devenir notre buteur numéro 1. Et je pense même après que le buteur numéro 2, ce sera Carberry pendant les périodes de doublon quoi. Mais voilà. Oui, après de toute façon, Jalibert et Carberry, c'est extrêmement rare qu'ils jouent au même moment sur le terrain, à part quand Carberry est décalé en 15, mais là on a beaucoup plus de profondeur sur ce poste-là la saison prochaine, donc je vois mal comment ce sera possible. En parlant de 15, moi il y a un truc que j'attends beaucoup, c'est les premiers matchs avec la doublette Etchegaray-Mousquès, Made in Pays Basque. Ça va détonner et j'ai très très hâte de les voir tous les deux sur le terrain. Et j'en attends beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas seulement de l'excitation, c'est vraiment, là on va voir si l'année 1 de Yon à l'UBB et un peu l'année 1 et demi de Mousquès à l'Aviron, est-ce que c'était vraiment des promesses pour l'avenir ou est-ce que c'était un peu un éclair. Il va falloir qu'ils confirment les deux au même moment et tu vois ils sont ultra potes, etc. Donc j'attends énormément de ça pendant que nos cadres se reposent. Ouais, il faut confirmer, effectivement. Alors, il faut pas qu'ils me fassent la même chose que ce que j'ai vu pendant le tournoi U20 et pendant la Coupe du Monde U20, sinon ça va pas le faire. Enfin, pour eux surtout. Mais non, j'ai confiance parce que effectivement, sur cette fin de saison, ils étaient un peu fatigués. Mais c'est quand même deux talents et effectivement, il faut qu'ils arrivent à confirmer au plus haut niveau. Alors, autant Sean Mousquet, on a énormément de entre guillemets de mecs derrière. Enfin, tu vois, tu vois, il y aura Rayassi qui a été recruté, Retière, t'as Pablo Uberti. Autant quand il n'y a pas Buros, Etchegaray doit être extrêmement performant parce que derrière, en fait, t'as plus personne, quoi. Donc Potentiellement ta Mousquès. voilà, c'est ça. Donc tu vois, mais donc il faut que au moins un des deux performe parce que il y a des postes où on est un peu à flux tendu et on peut vite se retrouver dans le caca. Surtout si Buros est rappelé dans le 15 de France, même si j'ai un peu plus de doutes, mais voilà. En tout cas, moi j'ai peu de doutes parce que c'est quand même des joueurs de talent. Et c'est vrai que ça peut être sympa de les voir. En plus, il y a une belle histoire derrière, une certaine complicité. Je veux les voir combinés ensemble et surtout dans un système comme le système de l'UBB où même si Shane Mousquet préfère jouer 15, je pense qu'on le verra plus ailier, mais les ailiers chez nous sont jamais à l'aile en fait. Voilà. C'est Oui, l'avantage. ça dézonne beaucoup. Des zones de partout. T'as quoi comme attente toi niveau individuel sur quel joueur? Comme j'avais un peu évoqué au début, Sadi, énormément j'attends énormément de lui. Je trouve c'est un joueur qui nous a extrêmement manqué. Alors il a eu sa première saison a été cataclysmique et voilà il y a eu le temps d'adaptation. Enfin ça a pris trop de temps. Il s'est un peu réveillé. D'ailleurs on l'avait évoqué avec Bru contre le Stade Français en demi-finale où il avait fait une performance qui était notable, notamment cette dernière mêlée avant la mi-temps où il arrive à résister. Et je pense que si on prend l'essai là, on est très très mal. Et après, il a réattaqué la saison plutôt bien. Et puis après, il a fait 2 mois, novembre-décembre, qui étaient assez énormes.
En fait, il dominait tous ses piliers gauche, que ce soit Toulon, je l'ai vu contre aussi Clermont, les 40 premières minutes, les Sharks, Ulster, Exeter. Donc il a tout le temps dominé. D'ailleurs, ça a permis notamment je trouve aussi à Boniface de faire une très bonne période, parce que c'est un joueur qui est très dynamique dans le jeu, mais en plus quand il se fait pas pénaliser en mêlée et qu'il a ce fort droitier, eh ben on se disait putain ça y est, Boniface il s'est réveillé, c'est redevenu une machine. Bon après on a vu que quand il y avait plus à 10 c'était un peu plus compliqué. Mais ouais, j'attends énormément de lui parce que je pense que c'est un des joueurs qui nous a manqué, notamment sur cette finale, comme Coleman, parce qu'il aurait pu forcément stabiliser cette mêlée. Et chose aussi qui est extrêmement importante, c'est qu'après, eh ben forcément, si t'as cette titulaire, c'est ta Big Ben qui est en impact player. Et je trouve que Big Ben en impact player, il y a rien de mieux en fait. C'est-à-dire défense fatiguée, il va te gratter des ballons, il va te rentrer dedans, il va tenir en mêlée. Donc je pense que c'est la meilleure configuration. Je suis d'accord. Ça dit, on attend une saison pleine et complète de sa part, même si on peut attendre tout autant d'un Falatea qui retrouve son niveau, mais ça on l'a un peu évoqué sur les fins de contrat juste avant. Moi je continue avec les piliers, j'attends énormément, ou en tout cas j'attends qu'ils prennent ce poste de numéro 1 au poste de pilier gauche, c'est Mathys Perchaud. J'aimerais que Mathys Perchaud déloge Jefferson Poirot du poste de titulaire parce que il a montré des très belles choses quand il n'était pas blessé et que voilà, Poirot n'est pas éternel et on a besoin qu'il ait un successeur et que petit à petit, au fil de la saison, alors peut-être que ce sera pas cette saison, peut-être que ce sera celle d'après, mais qu'on ait une vraie succession sur ce poste-là, sachant que à gauche, on a 0 fin de contrat en 2026. Donc ça veut dire que les 4 qu'on a là, 5 si tu comptes Awad, ben, ils seront là l'année suivante. Donc en fait, il faut que ceux qui sont derrière poussent pour aller chercher ce poste de numéro 1. Ouais, effectivement. Perchaud, alors moi j'ai de moins en moins de doutes. Le seul frein en fait pour lui à chaque fois, et on le dit, hein, c'est les blessures. Donc je pense que tout va se déterminer sur cette préparation. Il faut qu'il arrive à faire une préparation sans problème. Parce qu'après, effectivement, comme tu l'as dit, sur cette fin de saison, le peu de matchs qu'il a joué, il a été quand même très solide, que ce soit le Stade Toulousain, même en finale. Je trouve que c'est un joueur qui s'affirme de plus en plus. Ça reste encore un très jeune pilier. Hein, je crois que c'est un 2002, donc là il va sur ses 23 ans. Donc ça reste encore un bébé à ce poste-là. Mais effectivement, moi je vois. Il faut que la première ligne titulaire et notamment les deux piliers, ce soit Sadi Perchaud, pour qu'après on ait d'autres impact players sur le banc. Et il faut vraiment qu'il s'affirme. Moi, je pense que Perchaud, s'il se blesse pas, c'est un mec qui peut rapidement intégrer le groupe France, parce que finalement, on n'a pas énormément de piliers gauche. On a des joueurs qui commencent un peu à fatiguer, qui sont un peu moins performants. Donc, je pense qu'il a même lui une carte à jouer personnelle et bien sûr collective, hein, parce que si lui réussit, nous on réussit. Mais voilà, s'il arrive à pas se blesser, je le vois bien basculer assez rapidement dans le groupe France. Tu vois, alors peut-être pas novembre parce que ça sera un peu juste, même s'il fait des grosses performances, il pourra. Mais peut-être pour le tournoi destination en 2026. Donc ouais, j'attends beaucoup de lui. C'est son année là. Il faut qu'il se lance. Il a 23 ans. Ça commence à être un vrai pilier pro. Donc voilà, avec Sadi, c'est les deux piliers que t'as raison, hein, qu'on attend parce que ça va conditionner un peu notre saison et en plus ça peut nous donner en fait des perspectives pour l'avenir parce que c'est quand même t'as un droitier qui a 28 ans donc c'est très jeune et t'as un gaucher de 23 ans, c'est encore plus jeune. Et aussi un autre point que moi j'attends beaucoup, c'est la confirmation en fait de certains mecs qui ont changé de dimension, forcément, voir comment ils évoluent dans cette deuxième année dans une autre dimension. Alors j'ai Moefana en tête, qui est passé d'un statut de 12 excellent du top 14 à un 12 international. Donc j'aimerais voir comment s'il arrive à maintenir ce haut niveau. Louis, alors ça va être difficile de faire mieux, mais au moins aussi bien, parce que je pense qu'il va être enfin moi je le vois bien être élu meilleur joueur du monde, donc ça va être compliqué de faire mieux, mais au moins maintenir ce niveau. Et puis après aussi la charnière, hein, je l'avais évoqué un peu, j'ai fait quelques vidéos sur les deux, mais je pense que Max Lucu doit maintenir ce niveau XXL, hein, que ce soit en équipe de France ou avec nous, et Mathieu Jalibert pareil.
qui continue en fait sa progression en défense. Et je pense que ça deviendra un joueur incontournable en fait, que ce soit même en équipe de France. Je verrais pas comment on pourrait se passer de lui s'il devient performant en défense, c'est-à-dire qu'il continue sa progression avec Colonie et qu'on voit en fait encore des changements à ce niveau-là. Parce que s'il arrive à se rassurer en défense, il est tellement fort gestionnaire, tellement fort au pied, tellement fort à la main et notamment dans ses prises d'initiative que ça va être compliqué en fait de le laisser de côté. Oui, après ça, on serait plus au bout de nos surprises non plus si jamais il était laissé sur le carreau. Il y a un joueur que j'attends aussi beaucoup. Alors ce serait pas une confirmation parce qu'on peut pas dire qu'il a fait une énorme première saison à l'UBB. C'est l'année 2 de Lachlan Swinton. Alors il s'était pris un rouge contre le Racing. Il a été blessé pendant une grosse partie de la saison. On a vu qu'il avait été pas mal des célébrations du titre de Champions Cup. Donc il est quand même bien intégré au groupe. Toujours est-il que j'attends qu'il soit un cadre de cette troisième ligne qui est très jeune et qui montre en fait pourquoi on l'a recruté et on l'a fait venir d'Australie. Et du coup, effectivement, ouais, on espère que ça va faire une trajectoire un peu comme Samu qui a été meilleur en deuxième année ou même Sadi. Effectivement, j'espère qu'on va tendre vers là parce que c'est clairement un joueur qui peut répondre à des problématiques. On l'avait évoqué, hein, on subit beaucoup dans ce jeu à une passe, et donc des mecs comme Duprez et Swinton vont être extrêmement importants parce que c'est des joueurs qui sont durs au plaquage, qui font mal, et donc du coup, lui, effectivement, il faut qu'il arrive à retrouver son niveau des Waratahs. C'est impossible qu'il ait perdu ce niveau-là. Je pense qu'il a dû être surpris en fait par l'intensité du top 14 et par le niveau de préparation qu'il fallait pour jouer en top 14. Comme beaucoup de joueurs, il y a ça, et puis après il y a le changement de climat, de vie, enfin voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui font que on peut plus ou moins s'intégrer rapidement, mais ça va être une des clés. L'avantage qu'on va avoir, c'est que probablement qu'il va pouvoir enchaîner dès le début de la saison, et voilà, lui c'est pareil, il faudra qu'il fasse une grosse préparation. Je pense que comme tu l'as dit, hein, il semble bien intégré maintenant. C'est quand même un mec qui travaille énormément, donc je le vois faire quand même une très grosse préparation physique. Je pense même que avant la préparation physique, il a dû déjà s'entraîner un peu pour être au taquet, quoi. Comme ça dit, tu vois, samedi, qui a fait sa rééducation, il a terminé sa rééducation. Je pense qu'il s'est entraîné comme un fou pour que le 1er septembre pour le premier match, il soit prêt, quoi. Enfin, je sais pas si le 1er septembre d'ailleurs, ça va être le 6, mais voilà. Oui, c'est le premier week-end de septembre. Ouais, donc du coup, il faut qu'il soit prêt. Et effectivement, moi, je pense que ça va le faire parce que quand j'ai regardé ces matchs des Waratahs, c'est quand même un excellent joueur et c'est un profil qu'on n'a pas tellement. Pour finir, il y a aussi la progression des jeunes qui ont déjà pas mal joué en fait dans le groupe pro. Je pense notamment à Mathieu qui a eu 6 mois excellents et après qui a été un peu plus en difficulté parce qu'il il faut intégrer ce niveau du top 14. Il y a même aussi, je pense, une prise de masse. J'ai l'impression que Mathieu s'est étoffé entre le début et la fin. Donc ça, il faut qu'il digère tout ça. Donc j'attends beaucoup de lui, que ce soit en 8 ou en 7. Et puis il y a Gazzotti, hein, qui est un excellent joueur, qui est très jeune. On le voit un peu déjà comme un papa, c'est-à-dire qu'on le juge un peu comme s'il avait 28 ans. Il faut pas oublier que c'est un gamin c'est un 2004, hein, il a 20 ans en fait. Il va sur ses 21 ans en septembre là. C'est seulement sa deuxième année de top 14 et je le trouve déjà bien en place et bien complet. Donc lui c'est pareil, je veux qu'il continue un peu son évolution parce que ça peut être un joueur extrêmement important de cette jeune troisième ligne, un élément clé. Voilà, et là il a fait c'est sa première vraie saison de top 14 où il s'est pas blessé. Donc ça voilà, ça fait partie des joueurs voilà que j'attends de voir encore évoluer. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour des joueurs un peu clés qu'on attend cette saison, même si évidemment qu'on a des attentes pour tous les joueurs. Tu vois, un Carberry, on aimerait qu'il se libère plus, on attend de voir ce qu'il va donner avec... Un Rayassi qui met au repos Louis, enfin voilà, il y a plein de mecs... Ouais, il y a énormément de joueurs, un Coleman sans blessure. Ouais, avec une prépa. Avec une prépa physique, un Gray, on l'a déjà mentionné, enfin bref. Et beaucoup de porteurs aussi qui confirment. Oui. Bref, beaucoup de joueurs, enfin en tout cas tous les joueurs ont des attentes particulières, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les principaux. Je te propose qu'on passe maintenant sur l'extra sportif.
Et concernant l'extra sportif, on a reçu pas mal d'idées, parce qu'on avait fait une demande sur Twitter et Instagram d'idées pour vos attentes, pour avoir aussi un peu le reflet des supporters UBB. Bon, on a quand même pas mal de fois reçu la mention de la diffusion des espoirs et des Lions d'ailleurs aussi, avec pourquoi pas les conférences de presse. En fait, avoir plus de fan service pour avoir plus de contenu pour les supporters qui sont juste en demande et qui ne demandent qu'à voir les joueurs du club et joueuses jouer en fait. Alors déjà, c'est vrai que les filles, ce serait quand même assez malin de faire ça en plus l'année de la Coupe du Monde. Enfin, tu vois, parce que De surfer là-dessus, oui. et ouais, en plus il y a 11 joueuses qui vont participer à cette Coupe du Monde qui sont des filles du Stade Bordelais. Donc ouais, il faudrait plus les voir. Puis surfer sur le triplé, quoi. Enfin, au bout d'un moment, si tu les Ah oui, montres c'est pas ça. maintenant, quand est-ce qu'on va attendre qu'elles soient 8e d'élite 1 et pour montrer les matchs? Bah, c'est un peu ça, ouais. En plus, c'était un peu triste de voir que la demi-finale ou quelques matchs de Canal quand ça jouait à domicile. Heureusement qu'il y avait ça. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, enfin, du coup, on attend ça du club, mais il y a aussi des gros enjeux avec Canal+. Qu'est-ce que fait Canal+ aussi? Et si Canal+ ne diffuse pas ces matchs-là, est-ce que le club est en mesure de les diffuser? Exactement. Mais effectivement, il faut qu'on y arrive à trouver quelque chose pour diffuser les filles parce que c'est quelque chose qui était enfin tu vois c'est du très bon niveau. Moi j'ai adoré ces phases finales en fait les deux matchs que j'ai vus et notamment la finale que j'ai bien regardé. Voilà, ça fait plaisir de les voir et effectivement ça fait 3 fois qu'elles gagnent le titre. Au bout d'un moment, ce serait bien en fait qu'on les visibilise pour voir un peu plus leurs performances et notamment nos joueurs phares quoi. Et on a quand même pas mal de joueuses qui sont du top niveau, qui alimentent l'équipe de France. Enfin voilà donc ouais, vraiment beaucoup d'attentes sur ce point-là et puis après les espoirs parce que forcément les espoirs, les mecs qu'on regarde aujourd'hui, ben ce sera ceux de demain parce que c'est eux qui vont alimenter l'effectif pro. Donc et puis moi ça me permettrait de faire pas mal de vidéos, tu vois, surtout Ouais. sur ça. Donc ouais, j'espère qu'on va trouver quelque chose. C'est dommage parce que si je prends l'exemple des espoirs, je sais que tous les matchs sont filmés. Alors effectivement, pas la même chose entre filmer un match pour après faire de la vidéo et faire du direct. Il y a des contraintes, mais ce serait bien qu'on trouve quelque chose, quoi. Ouais, alors, oui et non, dans le sens où, tu vois, typiquement, à Toulon, c'est Cédric Béal qui est donc le boss des espoirs là-bas, racontait un peu comment ça se passe dans l'épisode des Causeries de la Rate que je vous recommande, qui est trop bien. Et en fait, c'est un assistant des espoirs qui pose sa caméra et en fait, il filme, il fait la captation comme il ferait la captation pour en gros faire de la vidéo derrière. Sauf que là, c'est diffusé en live sur YouTube. Alors, pourquoi je dis oui et non, c'est que en fait, bah, on pourrait faire quelque chose de 3 fois mieux avec des moyens qui sont relativement limités pour avoir une diffusion qui se rapproche un peu plus des standards top 14 tout en ayant, tu vois, une ou deux, trois caméras et pas seulement un truc sur YouTube où t'entends le poivreau du coin qui est dans les tribunes. Mais effectivement, tu pourrais avoir quelque chose d'entre-deux où t'as un truc un peu mieux que effectivement juste la caméra qui sert à faire les vidéos pour ensuite l'analyse mais pas entendre le mec ouais, des tribunes comme on a pu avoir Pour c'était beau, ouais. ouais, un match de préparation à Pau la saison dernière quoi. C'était cataclysmique, ça. Puis qu'est-ce que c'était mal filmé, ouais. Vraiment, il y avait rien qui allait dans ce truc. Ouais. Donc on sait que le club se penche sur la question. Donc on attend de savoir si une solution est trouvée, et s'il y a la volonté réelle de faire de passer ce cap quoi. Je suis d'accord. Autre point qui nous a été soufflé par Antoine, moi j'y ai même pas pensé alors que je passe ma vie sur Twitter, c'est le retour de l'UBB sur X. Ah oui, On c'est vrai, rappelle ouais. que l'UBB n'est plus sur cette plateforme-là, ce réseau social-là, depuis mars, et un tweet un peu inattendu, même si ça faisait plusieurs semaines qu'ils n'avaient pas tweeté. Bon, nous, en tant qu'utilisateurs de cette plateforme, tu vois, on se dit, en fait, ce serait bien que notre club soit présent avec nous là-dessus. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut attendre et qu'Antoine nous a soufflé. C'est vrai que c'est plus sympa quand même d'avoir tous les visuels, toutes les annonces en direct là-dessus. Il y a 270 000 abonnés, donc faut quand même leur parler, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que. En plus, c'est bon, là, Musk, il est parti du gouvernement Trump. Normalement, c'est bon, vous pouvez revenir. Voilà, c'est bon. Yann vous donne le feu vert, donc si vous voulez revenir, vous êtes évidemment les bienvenus et on sera
les plus heureux. D'ailleurs, on a eu pas mal de messages sur la communication du club dans son ensemble, et notamment les annonces des recrutements qui avaient été pas mal décriées, avec juste des petites photos, là où, pour reparler de Toulon, ils avaient fait des super vidéos d'annonces. Bon, alors moi, je t'avoue que je m'en fiche un peu de ça, tu vois. Tu vois, autant, tu vois, la vidéo de la prolongation de Jalibert, bon, c'est bien, mais en soi, ce qui compte, c'est la prolongation en elle-même. Comme pour les recrues, c'est bien d'avoir des gros effets d'annonce, mais si tu m'annonces un R3 qui va jouer 10 minutes, je m'en fiche un peu d'avoir des grosses annonces. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les joueurs qui sont concernés, est-ce que ça va apporter à l'équipe. Donc, niveau communication, toi, t'attends des choses en plus ou pas? Bah après c'est juste que c'est un peu plus de gueule quoi. Et puis tu sais les CM c'est vrai que d'autres clubs font un peu plus de teasing, tu vois avec un premier tweet où ils mettent un drapeau italien et puis après ils annoncent soit une prolongation soit une signature avec une petite vidéo sympa. Ça fait un peu plus professionnel. Après je te cache pas que tant qu'ils arrivent moi je m'en fiche un peu. Ouais. Puis en Et plus ça pour le coup, ouais. le service communication du club, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un super travail sur les visuels tout au long de la saison. Je les ai trouvés genre trop beaux tous. Tu vois, quand il y avait des sélectionnés Oui, avec l'équipe de exactement. France, même les compos d'équipe, etc. J'ai trouvé que tout était quand même très léché cette saison et très beau. Alors ça reste du statique, donc c'est que des images. La vidéo demande évidemment beaucoup plus de moyens, mais pour le coup, je trouvais que c'était très bien fait. Ouais, et puis ça me permet en plus que moi je fasse mes vidéos pour mes recrues, tu vois. Voilà, comme ça, il te laisse champ libre pour faire des vidéos des meilleures actions des recrues, mais je pense que c'était du coup fait exprès. On va parler du panneau publicitaire après. Attends, 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 attends. Je garde pour la fin. Autre point qui nous a été souligné par Etienne Designated BB, donc c'est des revendications plutôt sur Chaban. Avoir un éclairage LED et une meilleure sono. Alors je t'avoue que moi je sais pas trop, je fais pas trop la différence et je vois pas le souci. Mais en tout cas c'est vrai que des petites modernisations comme ça de Chaban de temps en temps ça peut pas faire de mal. Même si je pense qu'il y en a peut-être un peu tous les ans et qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais toujours est-il que tu as un meilleur accueil des supporters, plus de buvettes. Voilà, de l'entretien des sanitaires, je ne sais quoi. Effectivement, c'est des choses un peu qu'on aimerait voir tous les ans, même au fil de la saison, des petites améliorations, même si on n'a pas forcément des idées précises comme ça qui nous viennent. Le merch, moi j'ai noté aussi, c'est d'avoir du merch disponible toute la saison. Des fois, tu cherchais des maillots en cours de saison, notamment au début de la Champions Cup, c'était difficile de trouver le maillot Europe. En phase finale de Top 14, c'était impossible de trouver le maillot domicile. Donc voilà, avoir un peu plus un ajustement des quantités pour que tous les supporters puissent avoir le maillot au moment où ils le souhaitent et surtout le voir là où ils veulent, quoi. J'ai pas compris ton premier mot. Le merch. Oui, j'ai pas compris. Merchandising. Ah ok, ok. Moi j'étais complètement dépassé. Ah pardon, putain. Et d'ailleurs, en parlant du maillot, bon ce que moi j'attends en tout cas, mais je crois qu'on est quand même pas mal de supporters. Tu vois, même les fans qui viennent juste au match ou qui voient juste un match à la télé, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces sponsors, quoi. Non, mais ça- Qu'est-ce que c'est que ce carré bleu? Qu'est-ce que c'est que... Tu vois, mais tu vois, je regardais le maillot de Provence Rugby, il est magnifique. Et les sponsors sont super bien intégrés. Le maillot de Toulouse, il est magnifique. Le maillot de Toulon est magnifique. Les sponsors sont super bien intégrés. Et on est les seuls. Voilà. Moi, j'espère, voilà, le maillot n'est pas encore sorti, on enregistre le 5 août, qu'il y aura un gros effort fait de la part du club d'une part, pour faire respecter un peu ses droits. Parce qu'en fait, le maillot, c'est quand même ce qui te représente le plus. Donc quand tu acceptes que tes sponsors le saccagent, en fait, tu sais dire, pour moi, tu fais pas bien ton boulot. Et j'espère aussi que les partenaires vont faire l'effort. Parce que c'est bien de mettre de l'oseille dans un club, mais il faut que tu respectes ce club, il faut que tu respectes le maillot, il faut que tu respectes les supporters. Et c'est peut-être un détail, c'est peut-être de l'esthétique, mais pour moi, ça représente quand même bien la relation qu'un partenaire a avec son club. Et la première chose quand tu es partenaire ou sponsor d'une équipe, d'une ligue, c'est de respecter les supporters. Et pour moi, ça passe par le maillot. Non mais c'est sûr, c'est dégueulasse. On est encore un des rares clubs à avoir ça. Ça me rappelle quand j'étais petit quoi, et t'avais l'imprimante sur le maillot où t'avais toutes les marques possibles pour essayer de ramener un peu de thunes quoi. Mais c'est vrai que c'est particulièrement moche et en plus j'ai pas l'impression que ça évolue. Visiblement pour cette année c'est encore marron je pense.
et ce sera peut-être dans 2 ans où ce sera un peu mieux, quoi. Mais je pense qu'on va encore être sur quelque chose on va être encore sur un panneau publicitaire cette année. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait pas très pro, quoi. Ouais, c'est des joueurs, c'est pas des hommes sandwich, quoi. Et tu vois, si jamais les partenaires refusent de faire l'effort, bah écoute, on va faire du lobbying, on va faire une pétition pour que Laforêt ou Orpi remplace Human Immobilier, que Winamax remplace Betclic, et tous ceux qui veulent pas jouer le jeu, bah Mais surtout qu'en ciao, plus, c'est pas comme si t'invisibilisais les marques, quoi. Mais non, mais tu rends le tout premium. Parce que les gens, sert à tout le les monde. gens, ils vont acheter le maillot, quoi. Parce Mais que au-delà même de l'achat, parce qu'au final, tu vois, le maillot avec tous les sponsors, il coûte quand même plus cher. Il est genre à 115 € au lieu de 85. Ça rend le tout premium et tout le monde en bénéficie. Et penser que avoir un gros carré bleu fait que tout le monde voit Human, alors peut-être que tu le remarques plus, mais pas pour les bonnes raisons. Tu vois, genre, moi je sais que demain, je vends ma baraque. Bah, Human, en fait, je peux plus les voir en peinture et du coup, bah, je vais chez Laforêt ou autre, tu vois. il faut citer 2 marques encore, je crois. Ah, j'ai fait Laforêt Orpi, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Non, mais ouais, c'est catastrophique, cette communication. Incompréhensible. On est les seuls, hein. Non, mais c'est ça, ouais. Alors, t'as Total Energy qui met son logo sur le maillot de peau multicolore. Mais bon, à la rigueur, eux, c'est quand même le sponsor. Et encore, je trouve qu'il est bien mieux intégré. Même si les maillots de peau cette année, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il est quand même bien mieux intégré. C'est vrai que nous, on fait même pas l'effort. On a un maillot blanc, on met un putain de truc bleu. Et orange pour Betclic aussi, parce que bon, tu vois, c'est là où on verra si le club a passé un cap. Hein. Effectivement, mais ouais, ça c'est... En termes de statut. C'est vraiment un problème, parce qu'en plus... Bon, après, ça fait, du coup, sur X, il y a des blagues qui sortent, du coup, sur ça. Donc ça me fait marrer, mais c'est un gag, quoi. Mais ouais, je sais pas, moi je prends peut-être ça trop à cœur, mais... Non, mais t'as raison, hein, c'est... Mais pour le coup, tout le monde le dit, quoi. Et puis tout le monde se moque de nous. Tout le monde se moque. La dernière fois, j'étais sur le live de Gauthier Baudin, et qui parlait du coup de ce maillot, qui disait que tu dénatures complètement ce beau maillot, et en fait, bah, tu es vraiment à la solde de marques, d'entreprises qui, parce qu'ils mettent un petit billet, bah, se permettent de faire n'importe quoi avec ton maillot et sur ton dos. Alors très bien, ils sont là depuis longtemps, mais en fait, tu pourrais être là depuis 50 ans et mettre 5 millions par an. Bah en fait, non. Et tu regardes le PSG, ils ont des partenaires qui mettent des dizaines de millions par an, et je prends le PSG, mais c'est valable pour tous les clubs, toutes les ligues. Tu vois, en NBA, il y a juste un petit logo. Enfin, tout le monde respecte, en fait, a compris que respecter ce maillot et le club dont tu es partenaire, bah, c'est juste la base du sponsoring. Et en fait, on en vient à détester ces marques, alors qu'en fait, elles soutiennent le club que nous, on soutient. Donc, c'est juste bête. Ben ouais, non, mais clairement. Et puis là, tu vois, on va voir les maillots donc, qui vont arriver bientôt, je pense. Je sais plus quand c'est, mais... Ils ont pas encore annoncé, mais ça va arriver assez vite. Donc on aura la phase où il y aura pas les marques, où tout le monde fera « Oh, le maillot du bébé, c'est le numéro 1 », et puis après, ou le numéro 2, le numéro 3, enfin bon, suivant les goûts, etc. Mais, et puis après, ben, on va tous se moquer, quoi, parce qu'on va tous faire des montages avec des gros trucs orange, jaunes pour Cacolac. Je sais pas si on a encore Cacolac. Non, mais tous, mais en fait, tous, ils sont... Même au champ, là, au lac, là, sur le short, il n'y en a pas un qui va, en fait. Il y a juste Arkea qui reste blanc et si, Bordeaux. Oui, c'est vrai. Eden Auto aussi, je crois, dans le dos. Mais en fait, tu vois, il y en a 2-3 qui jouent le jeu, et en fait, les autres, bah non, on s'en fout. Et bah, les supporters, bah, le maillot, on s'en fout qui l'aime ou pas. Et le club, bah, vous savez quoi, on file de la thune, donc faites bien ce qu'on vous dit. Donc moi, je trouve ça... Mais effectivement, je pense pas que ça va changer cette année. Ça risque de changer... parce que je pense que si ça nous énerve, nous, à mon avis, ça doit gonfler Marty aussi. Oui, mais sauf que Laurent Marty, ça fait des années que c'est le cas, hein, donc en fait, c'est ça que je comprends pas trop, quoi. C'est que tu mets juste une clause dans ton contrat, dans ton renouvellement, et même, tu vois, s'il n'y a pas cette clause-là, en fait, tu as juste à négocier, à dire, ok, bon, bah, vous voulez pas changer la couleur de votre logo. Bon, si vous changez la couleur de votre logo, on vous file X places en plus sur la saison. On vous file de la visibilité sur, tu vois, sur les vidéos des meilleurs essais de chaque match. Enfin bref, tu trouves en fait des compensations pour trouver un accord, quoi. Mais visiblement, l'effort ni fait chez les partenaires ni au club. Donc en tout cas, on espère être bien surpris là-dessus, parce que ce serait effectivement une grosse surprise, parce que la tendance
et que le maillot, ce sera pas encore ça cette saison visiblement, mais on espère être trop bien surpris et ce serait une vraie bonne nouvelle, une vraie avancée, même si on est loin du sportif pour le coup, parce qu'on réussit à gagner des titres même avec un maillot qui est dégueulassé par les partenaires, parce que le maillot de base, en fait, ça qui est encore plus frustrant, c'est que le maillot de base, tu vois, le Kappa fait des super maillots. Les 3 maillots l'an dernier, ils sont quand même canons, tu vois. Là, on risque de se retrouver encore avec un banger. Bon, après, très bien, parce que quand tu l'achètes, il n'y a pas les sponsors, donc t'es content de le porter au stade et dans la rue. Mais du coup, ouais, bon, bref. Voilà, c'était le petit point maillot qui, pour nous, est intéressant. Je sais pas si vous partagez cet avis. Si oui, envoyez des mails recommandés à Human et à BetClick pour qu'ils changent leur logo. Autre point, alors du coup, ça sera peut-être un peu plus difficile maintenant qu'on a dit ça, c'est on aimerait avoir plus d'intervenants de l'UBB chez nous. Tu vois, Laurent Marty, tu vois, typiquement, qui nous explique un peu les tenants aboutissants de ce genre de problématiques avec les partenaires, la billetterie, enfin, en gros, tout ce qui se passe autour du club, le mercato dont on a parlé. Ce serait vraiment super intéressant. Yannick Bru, on adorerait l'avoir de nouveau. Frédéric Garcia qui s'occupe des espoirs, ce serait incroyable parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont très intéressants. Ouais. Pourquoi pas Léo la mascotte. Enfin, il y a plein de gens qu'on aimerait avoir. Ouais, ce serait bien, mais du coup, c'est assez compliqué finalement de pouvoir échanger. Bon, après, c'est assez compréhensible. On n'est pas non plus RMC, quoi. Mais bon, ce serait quand même sympa. Et nous, on serait hyper contents de pouvoir échanger avec plus de monde du club. Continuer sur la lancée de l'année dernière où on a fait pas mal de monde et notamment Yannick, et donc ouais, ce serait bien. Oui, complètement. On a une petite audience. Après, c'est que des supporters de l'UBB à peu près, donc ça ferait un peu sens de s'adresser à tous ces fans-là. Mais effectivement, oui, ça reste très limité et c'est plus nous un souhait plutôt qu'une revendication. Hein. Nous, de toute façon, on continuera quoi qu'il arrive à faire nos petits podcasts, toi tes vidéos, etc., à parler de l'UBB tous les jours de la semaine. Mais si effectivement on peut en plus avoir des gens qui viennent nous parler et échanger avec nous pour qu'on puisse créer du contenu pour les supporters qui nous écoutent, ce serait vraiment super chouette, même si évidemment on n'a pas de partenariat avec le club ou de revendication. Voilà, on sait qu'on est tout petit et là-dessus il n'y a pas de souci non plus. Si on a personne, on n'ira pas gueuler, on ira peut-être juste essayer de trouver un joueur qui veut bien nous parler ou ce genre de choses de façon ponctuelle. Voilà pour nos attentes. Sinon, moi j'aurais une dernière attente pour la saison qui arrive, c'est de continuer à faire ce podcast et surtout les échanges qu'on a avec, que ce soit les supporters bordelais sur Instagram ou Twitter, avec les supporters adverses, etc. Juste continuer à, tu vois, avoir des échanges, parce que c'est vraiment moi ce que j'ai kiffé la saison dernière, c'était tous ces débats, toutes ces discussions qu'on a eues autour de l'UBB et du championnat et de la Coupe d'Europe, et continuer à faire des rencontres, quoi. Ouais, c'était cool. Franchement, l'année dernière était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On pensait pas, je pense, après notre premier podcast, avoir autant de monde, autant de supporters, même des membres du staff, etc. Donc, ouais, moi ça me tarde en espérant qu'on ait une aussi belle année pour notre première année de podcast, et la deuxième année, ce serait bien qu'on fasse un doublé, tu vois, une deuxième finale, un deuxième titre. Ce serait qu'on fasse une grosse réunion UBBiste à Saint-Mamès, à Bilbao, hop, croquetas, crac, et on gagne le titre avec tous les supporters bordelais. Parfait, voilà, c'est bon, c'est signé. Voilà l'attente en fait, juste de la saison. Je sais pas pourquoi on a fait, je sais pas combien de temps encore d'épisodes, fallait juste dire ça, quoi. Allez, on vous souhaite à tous une très bonne semaine. On sait pas quand est-ce que sera le prochain épisode, parce qu'il y a des vacances quand même, que Yann il part au fin fond de je sais pas où, sans réseau, donc il me laisse tout seul. Je vais dans la Creuse. Voilà, et du coup, je pense que je vais être la seule personne au monde à partir dans la Creuse. Donc voilà, j'arrive. Donc voilà, on sait pas trop encore quand est-ce que ce sera et qu'est-ce que ce sera. Est-ce qu'on a encore des hors-séries? Est-ce qu'on aura un invité? Est-ce que ce sera juste la preview du match de prépa? Voilà, on sait pas. Mais en tout cas, on vous souhaite un très bon mois d'août et une bonne reprise aux joueurs qui reprennent cette semaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.